Bonjour toutes et tous, merci d'être là pour participer à cette journée sur l'implication des usagers dans la conception de l'habitat. À l'Académie d'architecture, nous sommes très ravis d'accueillir ces programmes. L'Académie d'architecture travaille sur un certain nombre de sujets, dont bien évidemment celui du logement. La question de l'habitat, c'est un sujet de réflexion permanent des architectes au sein de l'Académie. Un point d'étape de la réflexion menée par les groupes de travail logement de l'Académie, qui a eu lieu le 15 juin dernier, porté parmi les différentes thématiques qui avaient été abordées, celle de l'habitat participatif. Comme nous les verrons, la question de l'habitat participatif, c'est une question qui nous intéresse tout particulièrement. Elle pose un certain nombre de questions qui sont des questions qui permettent de renouveler la réflexion autour de la question de l'habitat. La question de la forme urbaine, l'habitat participatif permettant de privilégier des formes d'habitat du type groupé et un certain degré d'innovation quant aux formes urbaines que cela produit. La question de l'habitat partagé et donc des communs, la question de la programmation autour de la question du logement. La question de la relation entre préoccupation environnementale et logement, donc la dimension écologique de l'habitat qui est fortement posée dans un certain nombre ou dans la plupart des réflexions autour de l'habitat participatif. Et enfin, la question des formes de gestion, des structures juridiques qui sont sous-jacentes derrière ce type de montage. À l'occurrence, dans les cas de l'habitat participatif, la autogestion fréquente, ce qui permet de réinterroger la fonction sociale et sociétale de l'habitat. Je vais être mobilisé pendant une heure. Je peux le suivre aussi. Il y a des... Donc la question du substrat juridique qui permet de produire les logements et donc les structures des montages et donc qui réinterroge des évolutions récentes du logement comme un produit, comme un simple produit et qui repose la question du profit dans la fabrication du logement. Toutes ces questions étaient abordées lors du débat qu'avait organisé l'Académie, réflexion qui doit se poursuivre et en ce sens, la journée d'aujourd'hui représente pour nous un point fort dans les chemins de cette réflexion partagée. À l'Académie, nous avons parmi nos membres un nombre important d'architectes au Conseil de l'État et il est à signaler également que le dernier séminaire annuel des architectes au Conseil de l'État qui a eu lieu à Zurich très récemment portait sur la question du logement participatif dans la mesure où il s'intéressait tout particulièrement aux coopératives suisses des logements. Et donc, ça a permis d'évoquer l'ensemble de ces sujets
On a à l'Académie, par ailleurs, un groupe de travail sur la qualité et on constate quand même que ces types de montages pour la production de l'habitat ont très souvent un impact qu'on peut identifier très clairement sur la qualité de la programmation, des processus et des résultats produits. Je voudrais, avant de laisser s'engager la première table ronde et se dérouler les programmes de la journée, souligner que alors que les politiques publiques du logement se voient progressivement affaiblies, la question de l'habitat participatif peu, alors affaibli, vous voyez tous, une montée en puissance des opérations réalisées en VFA par des promoteurs privés, un contournement des procédures de concours, un affaiblissement des financements. Dans ces contextes-là, il nous semble que des réflexions comme celle-là ne doivent pas s'engager dans une voie d'affaiblissement des politiques publiques, mais au contraire, montrer peut-être une voie qui puisse polliniser, nourrir, redevenir un terrain d'expérimentation qui permette à la fois de développer des pistes d'expérimentation, des nouvelles façons de faire, mais aussi peut-être venir nourrir la réflexion autour de la question globale du logement. Je voudrais, pour finir, rappeler que cette journée est co-organisée par l'Académie d'architecture avec Architecture Studio, l'Institut interdisciplinaire de l'innovation, les laboratoires MAACC MAP et la chaire FF-ET des Paris 1, et remercier tout particulièrement les membres du comité scientifique, donc les collèges scientifiques et les collèges d'experts, les comités de pilotage et tout particulièrement Benjamin Loiseau, Architecture Studio, et l'INSA Paris-La Villette, Clou des Grands-Prés, membre de l'Académie d'architecture qui avait porté ces sujets au sein du groupe de travail de l'Académie sur les logements, Marion Moustet, également en architecture studio, Stéphane Safan, Télécom Paris, et Aliénor Morvan, Télécom Paris également, puis Antonella Tufano, Paris 1, et puis je vous passe la parole pour que cette première table ronde puisse s'engager. Merci à tous. Bonjour. Donc je vais vous présenter rapidement. Je suis donc René Ariano d'Architecture Studio et je suis là puisque avec Benjamin nous avons monté le projet du CIFRE sur cette idée du design collaboratif et de création collective. C'est-à-dire qu'Architecture Studio, nous sommes engagés dans la création collective, c'est notre quotidien, c'est notre façon de faire. Et Benjamin, nous avons une longue histoire avec lui puisqu'il a commencé, on s'est rencontrés à Shanghai, il est venu à Shanghai à l'agence et entre-temps il a construit beaucoup d'autres choses et quand il est revenu à Paris, il est venu travailler et après il a construit cette idée de ce projet plutôt d'un doctorat et pour nous ça a été une opportunité, enfin une possibilité de continuer ce qui avait été commencé par Martin il y a plus de 50 ans. Oui. Ça a été un bon élément de relais pour pouvoir continuer cette réflexion, puisque nous sommes dans la production à l'agence, nous sommes beaucoup dans ce mouvement de construire, et apporter donc par Benjamin cette ouverture a été pour nous une belle opportunité, et cette journée est une bonne conclusion, enfin une belle étape dans ce travail. Donc je laisse la parole à Benjamin pour introduire donc la table ronde. Merci.
Merci René-Henri, merci Pablo. Oui, donc très rapidement, nous l'idée de ces 4 tables rondes qui vont avoir lieu aujourd'hui, c'est par un constat très simple, c'est de constater que finalement il y a peu de retours d'expérience de tous ces beaux projets avec plein de bonne volonté, d'innovation sociale. On vient assez peu regarder ce qui se passe une fois que le projet a été livré. Est-ce que toutes les promesses qui ont été faites fonctionnent? Donc c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui de faire, un retour d'expérience des bonnes pratiques, mais aussi une identification des freins pour pouvoir, pour reprendre le terme de Pablo, peut-être polliniser un peu au-delà du petit cercle de l'habitat participatif pour essayer de l'élargir. Donc pour démarrer la première table ronde, donc le Buisson Saint-Louis, ce projet emblématique des années post-68, qui va être animé par Bendit Weber, à qui je passe le micro. Merci. Et je retourne tout de suite les remerciements d'abord à Benjamin qui a eu l'initiative d'organiser cette journée, puis après le soutien qu'il a obtenu de l'Académie pour pouvoir réaliser ce projet. Donc il se déroule dans le cadre de sa thèse, dirigée par Antonella Tufano et mon collègue, voilà, de sa fin de l'Institut d'innovation. Et donc, on a peut-être juste à expliquer ce que c'est la chaire effet au début. Ça s'appelle expérimenter, faire fabriquer et transmettre. C'est Patrick Pouchin qui en est à l'origine, vraiment, parce que s'il ne fait pas le pas avec la preuve par 7 de dire il faut des ponts entre ces situations d'expérimentation, les écoles et la recherche, et aussi la profession dans ces structures, il n'y a rien qui démarre. Et donc, cette chaire, elle s'intéresse aux situations d'expérimentation. Pablo Katz l'a dit, c'est important de se remettre en perspective de ces situations d'expérimentation, tout simplement parce que nous sommes dans une société en transition importante, et donc ces situations d'expérimentation sont précieuses parce qu'on y apprend des choses. On apprend à faire autrement. Et donc, ce qui est intéressant avec la journée d'aujourd'hui, c'est qu'il y en a d'autres qui, très tôt, se sont mis à regarder comment on peut faire autrement. Et donc, de revenir sur ces situations, et notamment, je viens maintenant au Buisson Saint-Louis, c'est se poser ces questions, mais comment ça s'est enclenché? Pourquoi on s'est mis à expérimenter? Quelle en était l'expérience et de quelle façon on peut tirer des leçons de cette expérimentation, qui sont peut-être des leçons, d'une part, que les acteurs ont essayé de poser immédiatement pour que ce soit disponible pour d'autres, pour qu'ils puissent s'en saisir, mais c'est aussi des leçons distanciées, parce que là, sur le Buisson, on est typiquement sur une opération donc d'autopromotion pionnière, qui a peut-être fait des petits, mais surtout qui a été relu, regardé par les protagonistes à différents moments. Donc il y a eu un grand événement il y a 20 ans, il y a eu une recherche il y a une dizaine d'années, voilà. Et donc ça fait ils sont, vous êtes tous là les 4, je vais les présenter après, impliqués en fait dans un processus de réflexion critique sur ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et à différents moments, en fait, on a une lecture un peu différente. Donc, je vous présente les protagonistes. Donc, du côté des habitants, et c'est les habitants qui vont parler en premier, Dominique Rémy Granger, voilà. Et elle va intervenir au début un petit peu sur un mode long pour essayer vraiment de communiquer au maximum les éléments pour connaître le processus, l'expérience qu'il a produit, complété dans cette intervention par Michel Ricard, qui est aussi là à titre d'habitant. Je viendrai après encore à l'enjeu en fait, de regarder aussi le cas du Buisson Saint-Louis, au niveau des compétences, parce que en fait, les personnes qui se sont engagées dans ce processus, ils se sont investis aussi avec toutes leurs compétences.
Et ça fabrique une richesse exceptionnelle dans ce processus. Et ensuite, du côté des maîtres d'œuvre, évidemment, Bernard Cohn. Bonjour, est-ce que Bernard, tu nous entends? Très bien. Et Dominique Tessier, voilà, donc, qui est à Mayotte. Tu nous entends, Dominique? Je vous entends très bien. Parfait. Voilà, donc on va passer tout de suite à une mise en récit donc, de ce processus par Dominique Rémy-Granger et Michel Ricard. On en a à peu près pour 20 minutes. Et donc, voilà, c'est important de donner d'abord une lecture assez complète de ce processus du point de vue des habitants. Merci. Ah non, femme d'abord. Femme d'abord. D'accord. Je vais commencer par une petite introduction sur l'origine du buisson lui-même, enfin de l'entreprise ou de l'aventure du buisson. Parce qu'en réalité, ça a été initié par un groupe de 4 amis qui avaient déjà, pendant 1 an, réfléchi tous les mois à combien ce serait bien de vivre ensemble, d'avoir des cours de yoga tous les soirs avec le quartier, des cours de macramé tous les étés. Et au bout d'1 an, on a trouvé un terrain, rue Petit, à côté des Buttes de Chaumont. Et au moment, on a trouvé un terrain, on a trouvé des architectes, on a trouvé des projets, on a dessiné des projets. Et au moment d'acheter le terrain, il n'y avait plus personne. Les héritages n'étaient pas arrivés, les couples se défaisaient, bref, c'était une déconvenue totale. Et de ce groupe, on était une dizaine de couples, n'ont subsisté que 2 couples qui n'ont pas sombré dans le désespoir absolu et l'abandon de ce projet. Et on finit par découvrir dans le Figaro ce merveilleux lavoir industriel du 19e siècle, à peu près sur une surface de 1650 mètres carrés au sol. Très belle structure, mais très très abîmée par des utilisations industrielles diverses. Ça a servi... c'était un lavoir à l'origine, mais c'était devenu après... il y avait eu une imprimerie, un garde-meubles, et ça avait fini par être un garage, comme vous le verrez sur les photos tout à l'heure. Et donc c'est sur ce reliquat d'une expérience avortée, je pense que c'est important de le dire, qu'on a décidé de faire autrement, c'est-à-dire de trouver d'abord le terrain et d'agréger ensuite sur ce terrain un groupe. Donc pas de faire l'inverse de ce que nous avions fait. Et c'est peut-être une des premières leçons à tirer, c'est que il faut que les gens soient d'accord sur un genius loci, comme dirait Bernard, un lieu, un quartier, un environnement, un type d'îlot avant de s'engager. Donc on a, à ce moment-là, à partir du moment où on avait trouvé le terrain, s'est engagé une véritable chasse à l'homme et à la femme, mais à l'homme et à la femme avec de l'argent, parce que c'était pas possible autrement. Et on a essayé de trouver par des réseaux les plus simples, qui sont en général pas simplement les réseaux amicaux, mais les réseaux professionnels. Et c'est essentiellement grâce à des complicités professionnelles que s'est constitué le premier groupe, autour de 2 administrations, comme on en parlait tout à l'heure avec Michel, comme par hasard, les affaires culturelles et le ministère de l'Équipement. Mais c'est important parce qu'après, ça nous a donné aussi quelques facilités, sans doute. Il y a eu 2 principaux vecteurs de recrutement, ces administrations et le mouvement chrétien-social, dont certains représentants sont là aujourd'hui. Donc, globalement, on peut dire que même par rapport au premier groupe, on est vraiment resté dans l'entre-soi, c'est-à-dire des trentenaires, moyenne bourgeoisie parisienne, beaucoup de Sciences Po et des 68 arts. Mais on est resté dans l'entre-soi. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait essayé de partir à l'inverse, c'est-à-dire d'un lieu plutôt que d'idées. Mais il y avait quand même des idées communes, un partage de valeurs. Alors, le partage, c'est sans doute le plus important, un partage de valeurs
Parmi ces valeurs, je pense que je mettrai en avant la solidarité, y compris financière. On s'est prêté de l'argent entre nous. De solidarité aussi et de convivialité dans le mode de vie. Je vous le dirai tout à l'heure, le partage, l'éducation des enfants un petit peu. Le partage de lieux. On partage toutes les terrasses, on partage tous les jardins, bien entendu, et on partage une salle commune et une buanderie. Le partage de charges, l'entretien, les servitudes comme les poubelles, les courriers, etc. Le partage aussi d'intimité, parce que les prospects sont minimaux, hein, Bernard le sait, c'est 8 mètres, et donc on voit tout, enfin, voilà. On s'est tellement disputé qu'on n'a plus rien à voir. Il n'y a plus de curiosité. Partage d'autorité aussi sur les enfants. On a fait quand même beaucoup de choses avec nos enfants quand ils étaient enfants. Des goûters, l'école, le baby-sitter, des repas, des jeux, les cours d'anglais. Voilà. Une petite ouverture sur le quartier, mais je dis petite parce qu'on l'a réduite en fait. On a abandonné complètement le projet de Bernard, je vous le montrerai tout à l'heure, d'un passage traversant d'une rue à l'autre, puisque notre îlot est en centre d'îlot. On a aussi abandonné les activités artisanales qu'on avait imaginées dans le premier projet. Donc l'ouverture sur le quartier est réelle, puisqu'on loue notre salle très régulièrement, mais très franchement, c'est très limité. Dernier partage et dernière idée ou valeur commune, mais qui n'était pas partagée par tout le monde, et je dois le dire, y compris par moi, l'idée de faire un bel objet, une œuvre, hein, un maître d'œuvre, une œuvre. Ça, c'est venu avec Bernard et Dominique, qui nous ont acclimatés à cette forme de beauté-là, à cette dimension-là de l'habitat. On s'est même constitué un embryon de bibliothèque architecturale. Et donc, voilà, ce n'était pas l'objectif principal au départ, ni du premier groupe, ni du second. Ça l'est devenu, et on en est extraordinairement fiers et reconnaissants. Et d'ailleurs, sur ce point, c'est une réussite complète, comme le montre ce diaporama que je vais essayer de maintenant vous projeter, si j'y arrive. Donc ça, c'est le garage, c'est-à-dire le buisson au départ. Voilà, c'était un magasin, sans doute, de pièces détachées. Voilà, c'est le rez-de-chaussée. On voit les poutres qu'on a beaucoup ont été conservées, parfois doublées et renforcées. Idem à l'étage. Toutes ces poutres ont été conservées. Ça, c'est la table d'architecte de Bernard, parce que Bernard a installé son bureau quand il est arrivé dans les lieux. Voilà, le bureau de Bernard. Ça rappelle les souvenirs. Voilà, l'espace au premier étage. Voilà, c'était magnifique comme lieu. Tous ces poteaux, on les a conservés. Ils sont tous gardés. On a même gardé le plancher haut. Pardon? Tu n'es pas très sûr que quoi? Bon. À l'avant, mais ça c'est l'arrière. Donc là, on voit bien qu'on est dans un centre d'îlot, et l'idée traversière, ça c'est le traversière sud, qui rejoint le faubourg du Temple, mais qu'on a abandonné. Là, c'est le toit. On voit bien la structure du toit industriel qu'on a conservé. On a mis des verrières. Donc ça, c'est les travaux. Donc je vais passer assez vite. Peut-être que Dominique et Bernard auront l'envie de commenter. Beaucoup de travail du bois, de la brique. La brique, c'était une briqueterie. On était allé avec Dominique choisir le type de brique. On avait choisi des briques flammées, elles venaient du Kremlin-Bicêtre. Donc Bernard, j'ai réfléchi qu'en fait, il y avait tes initiales sur toutes nos briques. BK. Enfin, KB. Voilà, ça c'est l'entrée du parking, enfin de ce qui est devenu le parking après, les fondations qu'on a été obligé de faire sur la partie avant, oui, qui a été démolie.
Ça, c'est certains d'entre nous qui... Voilà, c'était Francine Adjinski, que quelques-uns d'entre vous connaissent. Voilà, ça, c'est la partie avant qu'on a démolie. Voilà. Je vais assez vite. Là, c'est une visite de chantier à gauche. Il y en a eu 2. C'est une des 2. Voilà, on prend la mesure de Là, ça, c'est derrière, c'est le deuxième permis de construire. C'était une toute petite maison qu'on a gardée au fond. Voilà, la perplexité de Marie devant son espace. Voilà, le buisson, voilà, la construction, les colonnes en briques. Bernard en avait prévu plusieurs, mais on en a réduit certains. Là, on voit bien que on est vraiment au centre d'îlot. Voilà, je travaille toujours de la brique. Voilà. Ça, c'est la perplexité de Guylaine devant son je pense que c'est Guylaine, ouais. Voilà, ça c'est Philippe qui aurait dû être là, et c'est les parents qui travaillent. Et là, on voit bien, ça c'est la traversière vers la rue du Buisson du Saint-Louis, donc que Bernard à un moment avait imaginé laisser ouvert, et on a gardé cette grille d'époque. Et voilà le buisson terminé au soleil, avec cette modénature des façades qu'on a conservées, mais qu'on a systématisées avec des couleurs. Les couleurs, ça a été un grand débat. Et le voilà au soleil avec mon chat qui s'appelle Malraux. Voilà. Donc, les acteurs, donc il y a les 2 compères, là, Bernard et Pierre. J'y reviendrai, c'est grâce à eux 2 qu'on a réussi à faire tout ce qu'on a fait. Une visite du chantier. Marie-France est là aujourd'hui, Françoise aussi, et moi. Ensuite, une réunion de la commission Archi, où il y a Michel, Philippe, et là, Dominique et moi, de Dominique, puisqu'on suivait le chantier. Et ma petite fille Jeanne sur le coin. Voilà. Maintenant, j'en arrive à un commentaire de ce chronogramme, où à gauche, j'ai mis... voilà, nos initiatives, et à droite, les éléments de calendrier plus architectural. Alors, ce que je voulais montrer avec ça, c'est qu'il y a plus d'1 an et demi entre le moment où on trouve le terrain et le moment où on l'achète. Donc pendant 1 an et demi, on travaille énormément, tous, les architectes et nous, alors qu'on ne sait même pas si on peut acheter le terrain. Il y a pratiquement 2 ans entre la promesse de vente et le permis de construire c'est-à-dire la petite maison, c'est-à-dire on s'est engagé alors même qu'on ne savait pas si on aurait le permis de construire ce qu'on voulait. Il y a 1 an entre la constitution définitive du groupe, c'est-à-dire juillet 80, vous voyez, c'est-à-dire pendant 1 an on a cherché des gens, groupe constitué en juillet 80. Là, on enregistre la SCP. Je reviendrai tout à l'heure. On est passé de la SCI à la SCP. Donc, on enregistre la SCP. Il y a un gérant, il y a un interlocuteur, il y a une identité juridique opposable au tiers en juillet 80. Et le choix de l'architecte. Donc, l'architecte en juin 79, on se constitue en groupe, en interlocuteur identifié, en juillet 80. Il y a 2 ans entre le choix de l'architecte et une formalisation explicite des règles de participation faite par Bernard par une lettre sur laquelle je reviendrai, qui est de juin 81. Donc on choisit Bernard en juin 79, mais on rationalise nos règles de participation 2 ans après. Et il y a 3 ans, entre les premiers rêves couchés sur du papier craft, ça Bernard y reviendra peut-être parce que c'est un moment formidable, où je crois que c'est là il nous a appris ce que c'était d'abord un plan, un certain vocabulaire, et voilà, et une certaine élégance. Et donc il y a 3 ans entre ces premiers moments avec Bernard, juin 79, et la visite des lots, dont vous avez vu une photo, le 17 avril 82, c'est-à-dire qu'entre le moment
où on dessine nos rêves et où on visite nos rêves, enfin ce que sont devenus nos rêves après le chantier, il y a 3 ans. Donc ce que je voulais essayer de dire en faisant cette rétrospective, c'est que on travaille tous, enfin la maîtrise d'œuvre, mais nous aussi, on investit du temps, de l'argent, de la professionnalisation pendant de très très longs mois, mais dans l'incertitude totale de la faisabilité à la fois juridique et financière du projet. Donc ça veut dire que on parie, enfin on gère un risque énorme, eux comme nous. Alors sur le choix de l'architecte, je pense que c'est important. Autant le choix de l'architecte a été facile, d'ailleurs ça a été le seul vote unanime du groupe. Il y avait 3 candidatures, une candidature interne qu'on a refusée assez vite pour des raisons de principe, enfin, en particulier moi j'étais vraiment contre, le fait que l'architecte soit aussi partie prenante. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'autres groupes plus réduits mais qui ont fait ça autour d'un architecte. Nous on n'a pas choisi cette solution. Et il y avait 2 autres projets et c'est Bernard qui l'a emporté. Alors, ça a été un choix, encore une fois, très unanime, qui n'a jamais été remis en cause. C'était un choix très empathique. Bernard nous apparaissait un peu comme un routard. Il avait travaillé j'allais dire dans les Indes. En Inde, avec Louis Kahn, il adorait la danse. Il avait un amour viscéral pour le bois. Son papa était marchand de bois. Et surtout une capacité d'écoute, de pédagogie et de gentillesse voilà, qui nous a tous séduits. Donc on l'a choisi très vite, mais la signature du contrat a été très longue et très douloureuse. Ça a été compliqué. On a fini par choisir une note de complexité assez élevée, 7 si mes souvenirs sont exacts. On a essayé de tenir compte de ce qu'il y avait eu 1 an de travail, au moins sans contrat. Et donc on a payé une étude de programmation. Enfin, on pourra revenir tous ces détails, je suppose que lui reviendra dessus. Mais c'est vrai que la négociation du contrat a été assez compliquée. Donc voilà, il y a une espèce de paradoxe entre la fragilité qui est due à l'incertitude immense dans laquelle on travaille et en même temps l'investissement dans le dur, c'est-à-dire de l'argent et du temps pour chacun d'entre nous. C'était un peu un grand écart et un défi tous les jours pendant 4 ans. Alors, c'est vrai que cette gestion du risque, elle est d'habitude, ordinairement, dans une promotion normale, assumée par le promoteur. Donc, par un maître d'ouvrage qui est identifié, qui est clairement identifié et qui porte toute la responsabilité. Alors que pour nous, cette responsabilité, elle est diluée, elle est vraiment sans aucune garantie. Bernard a joué le jeu, Bernard et Dominique ont joué le jeu et toute leur équipe et on leur en est vraiment reconnaissant, mais c'était vraiment risqué. Voilà. Et donc, en résumé, avant de passer aux modalités qui nous ont été demandées de vous transmettre, je pense que c'est incertitude qui est la caractéristique principale de cette aventure. Alors, à cette incertitude correspond en effet des modalités qui ne pallient pas cette incertitude. Je pense que l'incertitude, elle est inhérente à l'autopromotion, mais qui permet de vivre avec. Alors, sur la gérance, en effet, comme il a été dit, nous avons dû passer de la forme d'une SCI à une SCP qui, à l'époque, alors je ne sais pas du tout, parce que moi je suis juriste, mais pas du tout dans ce domaine-là, je ne sais pas du tout si c'est la SCP qui, à l'heure actuelle, est la formule la plus adaptée à cette forme d'aventure, mais nous, c'est la seule qui permettait à la fois de partager les risques, à la fois de désigner un gérant qui est dans la salle et grâce auquel nous sommes tous là, notre doyen, notre cher Pierre. D'ailleurs, il m'a dit hier qu'il lui pensait que cette SCP soit toujours
Elle existe toujours, puisqu'il fallait payer pour la dissoudre et qu'on ne l'a jamais dissoute. Alors, le financement. En fait, on a commencé ce projet en 79, donc. C'est-à-dire que c'est en 79 qu'on signe la promesse de vente, dans une période d'hyperinflation qu'aucun d'entre nous n'avait anticipé. Donc, au dérapage des prix, c'est aussi ajouté la faillite de l'entreprise que nous avions choisie, qui était la mieux-disante. Au bout d'un an de travaux, elle a calé. Et donc, on est passé à du coup, des nouveaux appels d'offres et des marchés par lot plutôt qu'une entreprise générale. Et puis, on avait eu une difficulté, c'est que pour beaucoup d'entre nous, notre capital était dans notre logement que nous occupions. Et comme le chantier était prolongé du fait notamment de cette faillite, il y avait un problème de liquidité et de soudure entre le capital qu'on avait choisi d'investir au buisson, mais que nous ne pouvions pas libérer tant que le buisson n'était pas habitable. Donc, nous avons eu recours à des investisseurs privés et publics qui nous ont prêté de l'argent. J'y reviendrai plus tard, en particulier l'OCIL et la Caisse des dépôts, enfin plus exactement la COGEDIM, sur des dossiers instruits par la DDE, donc l'équipement. Dans les modalités aussi assez spécifiques qui étaient censées pallier l'incertitude, il y a la commission Archi. Donc on a constitué une commission Archi très très vite, dès le début, en juin 1979. Et elle a fonctionné pendant tout le temps, de juin 1979 à octobre 1984. Vous voyez que la réception des travaux, elle est octobre 1984, après que nous soyons entrés dans les lieux. Bon, je passe sur les détails techniques et voilà, qu'a pu poser le fait que nous entrions dans les lieux avant la réception des travaux. Au début, il y avait 7 habitants qui participaient à cette commission parce qu'ils y étaient intéressés, mais très vite, le suivi de chantier n'a été assuré que par une seule personne. Au début, donc Jean-Paul Philippon, et ensuite, ça a été moi. Et j'ai été, ça c'est pour l'anecdote, affublée assez vite du surnom d'architraître, puisque j'étais chargée de transmettre les desiderata des habitants aux architectes, mais je n'arrivais jamais au bout de ces desiderata, et inversement, de transmettre les impératifs architecturaux, le langage, les contraintes techniques, etc., au groupe, mais c'était pas toujours très compliqué. Enfin, c'était toujours très compliqué, et je trahissais nécessairement quelqu'un. Alors, les grandes orientations architecturales, elles étaient effectivement validées par des votes en assemblée générale, mais sinon, on a eu une réunion de cette commission archi toutes les semaines, pendant tout le chantier. Il y en a eu à peu près centaines, enfin il y a une centaine de réunions de commission, centaines de réunions de chantier, et la commission archi était elle aussi hebdomadaire pendant tout le chantier. Ce que je veux dire sur ces modalités, c'est que ça conduit, comme vous l'avez deviné, à une certaine spécialisation. C'est-à-dire que certains d'entre nous ont consacré énormément de temps à beaucoup de choses, l'architecture bien sûr, le suivi de chantier, mais aussi le financement, la recherche de financement et la comptabilité du groupe. Et du coup, il est apparu au sein du groupe un certain déséquilibre avec d'un côté les habitants qui avaient une expertise souvent antérieure au chantier. Bon, par exemple, les 2 architectes que sont Francine Agerski et Jean-Paul Philippon, mais Pierre Mazzolini qui était ingénieur des ponts, Michel Michaud qui était centralien et directeur du cycle d'urbanisme de Sciences Po, François Courreau qui n'est plus au Buisson mais qui s'est occupé des finances, ou acquise durant le chantier comme moi, qui est donc concentré un petit peu les liaisons sur le plan de l'architectural.
Alors, cette spécialisation dans un groupe aussi grand que le nôtre, hein, puisqu'il y a quand même 12 familles, donc au moins 24 personnes, enfin, en gros, quoi. Cette spécialisation, à mon avis, elle est inévitable, parce que l'alternative, c'est quoi? C'est la participation de tous tout le temps, ce qui n'est absolument pas possible. Mais ça a eu 2 conséquences sur le groupe. La première conséquence, c'est la tentation qu'on a heureusement très vite écartée de rémunérer le service rendu par ces 10 spécialistes. Mais ce coût caché est colossal. Hier, j'en discutais avec Michel Michaud. Lui, il l'évalue à peu près 20% du coût. La deuxième conséquence au sein du groupe, ça a été une forme de distanciation, voire un ressentiment d'exclusion de la part de ceux qui n'étaient pas spécialistes et qui étaient parfois assez prompts à soupçonner une forme d'arbitraire derrière les impératifs techniques ou derrière les langages architecturaux ou l'expression d'un langage architectural. Et pour l'avoir vécu, cet engrenage, qu'on peut appeler un engrenage de la méfiance, a entraîné à son tour des comportements potentiellement nocifs dans les relations entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. De la part du groupe, certains interlocuteurs ont eu une ténacité, une espèce d'obstination à obtenir des réalisations spécifiques ou des reprogrammations trop tardives qu'ils ont souhaité, qu'ils ont cherché à obtenir pendant très longtemps. Et de la part de la maîtrise d'œuvre, il y a une espèce de forme, enfin ils vont s'exprimer, mais une forme polie d'exaspération, car la maîtrise d'œuvre ne pouvait plus tenir pour irrévocables les accords qu'elle passait, notamment avec moi, c'est-à-dire avec les représentants du groupe, et elle a pu aussi se sentir harcelée par les contestataires ou les insatisfaits du groupe. D'où la tentation d'une rationalisation de nos rapports que Bernard a essayé de faire par une lettre au gérant en juin 81, et dans laquelle il demande que toute réclamation de n'importe lequel d'entre nous, enfin de chacun d'entre nous, soit désormais transmise par le gérant pour qu'il en soit informé et éventuellement qu'il le modère ou qu'il la bloque, et que, une fois passée par le gérant, elle ne soit transmise aux architectes que par moi, c'est-à-dire par le représentant du groupe dans le chantier. Ça, c'était pour éviter que Bernard et Dominique ne soient harcelés en permanence. Nous avons réussi à surmonter toutes ces difficultés sur lesquelles je tenais à voir, mais je vous dirai dans le prochain chapitre les leçons à tirer, comment. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que Michel Ricard voudrait compléter par rapport au récit par les habitants? Oui, volontiers. De façon brève, oui. Je suis arrivé un des derniers, d'une certaine façon, mais je voulais juste peut-être souligner l'ambiance d'abord idéologique sur ces questions, qui était extrêmement favorable dans les années 70. Ce sont les post-68ards que nous étions pour l'essentiel, et ça a été extrêmement important, même s'il a fallu beaucoup de temps pour arriver à la phase concrète. Et je dois dire que une des chances que nous avons eues, c'est le choix formidable d'un architecte comme Bernard Cohn, rejoint par Dominique Tessier. C'est assez rare d'avoir quelqu'un de cette qualité. J'y repense très souvent. Par rapport à tout son passé glorieux, nous sommes ravis de te revoir Bernard, avec d'autres comme Pierre Mazzolini, qui lui-même polytechnicien avait déjà des œuvres importantes dans ce domaine et qu'il allait compléter au ministère de l'Éducation nationale et de l'architecture. Et moi-même, je me sentais un peu d'accord avec la formule pour la
la création d'une opération de ce type-là, qui était un peu casse-gueule quand on voyait l'état dans lequel était ce bâtiment. Avec ma femme, nous avions déjà un enfant. Nous n'étions pas très près, mais dans le 10e arrondissement. Et il y a eu, je dois dire, le choc émotionnel de tomber sur ce lavoir industriel qui est hors de l'ordinaire. Il faut rappeler, parce que ce n'est pas très connu, qu'entre Belleville et Ménilmontant, il y avait eu 9 lavoirs de ce type-là, où les gens venaient laver leur linge ou le faire laver, et ça avait une force. Et l'idée que c'était le dernier des siens, dans ce Paris du Nord important, souvenir de la Commune, et on en était encore loin, mais des souvenirs aussi de 68 et après. Et il faut souligner aussi que dans le climat général, on est quand même dans une époque favorable. Il y a la loi sur l'architecture, et qui n'est pas rien, c'est un moment donné, et on voit bien que ça a joué sur notre capacité à bénéficier d'aide, de clarification et de support, y compris lorsque les choses allaient mal avec la faillite de sociétés, l'OSIL, et y compris de la Caisse des dépôts, ce qui est extrêmement bien de ce côté-là. On était passé donc d'un 68ardisme dans un rôle plus classique. On a mis du temps, mais c'était essentiel, et ça a permis d'autre part, ce qui est bien, de garder pour l'essentiel l'ensemble de l'équipe initiale et les priorités que nous voulions avoir, d'avoir des espaces communs, la salle commune, des espaces communs. Il y a toujours des terrasses à 2 ou à 4, ce qui permettait une fluidité où les enfants passaient d'un appartement à l'autre sans que les parents puissent avoir la vision de leurs méfaits. Mais on a accompagné les enfants à l'école en commun. Ça a été, je crois, extrêmement riche pour tout le monde. Donc, la commission d'archi a joué effectivement un rôle très important, mais il y avait ces débats dont tu as parlé sur la fin, inévitables, et des sujets aussi, puisqu'on avait à un moment donné ouvert un code collectif. On a été jusqu'à la page 52, et on s'est dit qu'on n'arriverait jamais, puisqu'on avait même imaginé d'interdire les chiens et de faire payer les chats. Donc c'était une descendance de mai 68 un peu étrange, mais ça participait de cette agitation. Moi, je dois dire qu'il y avait aussi, dans la phase initiale, beaucoup de gens qui travaillaient dans le service public et qui croyaient tout à fait, et pas seulement sur l'architecture. Il y avait involontairement un groupe de gens qui participaient au FIC, le Fonds d'innovation culturelle, qui avait été mis en place dans les années 70, et qui faisait que certains étaient au ministère de la Culture, d'autres de l'Éducation, d'autres de la Jeunesse et des Sports. Et c'était une forme de filiation. On s'engueulait quelquefois dans la politique parce que le FIC était très autogestionnaire. Et donc on était content de transposer ça dans notre vie personnelle et familiale. Donc je voudrais redire à quel point la qualité de Bernard Cohn, dont je connaissais la réputation et les œuvres, puisque j'étais déjà sur ces sujets, je suis passé au ministère de la Culture, ensuite sur ces questions architecturales et patrimoniales, et après avec François Barré, lorsqu'on a créé la direction de l'architecture et du patrimoine. Donc Bernard, une qualité humaine qui a toujours été vraie, et c'est pourquoi nous souhaitions absolument le voir, faute de pouvoir le rencontrer ici même, mais la fatigue est considérable, et de revoir des têtes amicales, humaines, qui sont là. C'est vrai que Pouchin, enfin d'autres, ont œuvré dans ce domaine, et il nous semble que nous en sommes fiers, et nous devons remercier. Mais la beauté du lieu est incroyable. Chaque fois qu'on a des visites d'étudiants, mais pas seulement d'étudiants, de visiteurs ou de gens du quartier, ils sont
éblouis. Ils n'imaginent pas que ça puisse exister. Et quand on vous montre les photos, je n'avais pas compris à quel point le travail était ardu et les dangers immédiats. On a eu aussi la chance de pouvoir, à un moment donné, avoir quand même le permis de construire, et il fallait choisir un des choix sur les voitures. Qu'est-ce qu'on fait pour les paris? Et pour la ville de Paris à l'époque voulait absolument qu'il y ait des emplacements de parking, ce qui a amené à creuser au-dessous un étage qui n'avait pas été prévu et où la majorité des participants n'étaient pas très pour. Et le choix a été fait et bien fait. Et une partie d'entre nous était vraiment dans le service public de gauche, post-68 art, mais ces années 70 étaient tout à fait heureuses. J'ajoute que la force du quartier en question, qui était le quartier le plus dense de Paris, la ville de Paris nous l'a toujours dit, était donc un des seuls lieux du vieux Belleville et Ménilmontant qui avait pu garder sa place. Donc on voudrait très clairement continuer de cette façon-là et l'enrichir. Merci en tout cas à tous ceux, je pense aussi à Jean-Paul Philippon et sa femme, qui n'ont pas guidé pour d'autres raisons, puisqu'ils étaient prêts à entrer dans le groupe. Mais tout ça a été très bien, et il y a eu peu de prise de bec, je pense, pour une telle opération. Donc merci à tous ceux qui ont été là, et à tous les architectes qui nous ont donné envie, puisqu'on visitait aussi dans Paris. Par exemple, nous, avec ma femme, on avait prévu déjà un groupe avant, à 4 personnes, enfin 4 familles. Et on a bien fait de rejoindre. Alors qu'au début, j'avais un doute en me disant ça va être très compliqué. Et non, ça n'a pas été le cas. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais aussi qu'il y a d'autres habitants qui pourraient rajouter à ces témoignages sur une aventure. Et je reviens avec ce terme vers Bernard Cohn. Pourquoi un architecte accepte-t-il une aventure comme celle-là, où en plus pendant 2 ans, il n'est pas payé, il n'a pas de contrat, et il y reste? Bernard, est-ce que la question est passée? Bernard? Je ne sais pas, vous m'entendez là? Oui. Malheureusement, la technique de mon côté n'est pas très bonne et j'ai raté 3/4 de ce qui a été dit. Évidemment, on n'a pas vu les photos non plus. Donc si je peux être peut-être à côté de la plaque. Moi, ce qui me paraît important, c'est, là on vient de parler comme ça, au niveau d'un projet. On pourrait inverser les mains et dire qu'on pourrait parler à l'espace beaucoup plus large. Donc, pour moi, l'espace plus large, parce que je ne vais pas revenir sur l'espace plus large, c'est un engagement, une responsabilité que certains, comme Dominique et moi, avons, qui est un peu comme l'engagement que pourrait faire un bon boulanger, un bon artisan, un bon universitaire, qui sortirait de son ghetto, de sa position confortable, pour aller vers l'extérieur, sur le terrain. Et cette expérience sur le terrain, avec des gens, c'est totalement une autre manière de pratiquer. Ça n'a rien à voir avec l'architecte qui est derrière son écran dans un bureau, qui a peut-être 2, 3, 4 réunions techniques ou avec le client. C'est un autre monde, c'est une autre vision qui est partagée par, il faut le dire honnêtement, très peu d'architectes qui rêvent de faire des tours de 200 étages
à Dubaï ou je ne sais quoi. Dominique et moi, on est d'une autre trempe. Et je crois que des fois, nos confrères nous regardent comme un peu des farfelus, sympathiques, engagés, très bien, mais c'est pas pour eux. C'est pas pour eux. Et donc je voulais insister sur ça, c'est que chacun de nous, en tant que citoyen, habitant dans un monde conflictuel, on a besoin de s'engager sur un plan social et de partage, dont le Buisson Saint-Louis n'est qu'un exemple parmi d'autres. Je crois que c'est à peu près ce qui me préoccupe. Et ce mot de partage avec les gens du Buisson, partage avec les ouvriers, partage avec les gens dans la rue, c'est une autre manière d'être un architecte. Un architecte qui est engagé dans la vie telle qu'elle existe autour dans le monde et auquel il a son mot à dire, sa proposition, sa vision. Je dois vous dire que je reviens maintenant sur le projet lui-même. On a élaboré avec des gens du Buisson un langage commun qui vient de fabriquer des maquettes, utiliser un paperboard, de dessiner devant les gens, de dialoguer. C'est un rapport très particulier où à la fin, je dois vous rappeler de 150 réunions que nous avons eues, et je crois qu'il y en a eu plus. Pardon ? Il y avait dit 138 heures. C'est pas grave. Dans un projet habituel, s'il y a 5 réunions, ce serait le grand maximum. Donc, effectivement, ça demande un engagement aussi financier de la part des concepteurs. C'est peut-être la raison pour laquelle c'est une démarche rare. Mais c'est une démarche rare parce qu'on est dans un monde uniquement quantitatif, où 2 et 2, ça fait 4, mais jamais beaucoup plus. Et c'est cette recherche sociale, et je dirais politique, d'une autre manière de penser, d'une autre manière d'intervenir en yin et yang avec les autres, qui a pour moi été importante et que je continue avec un certain âge de vouloir pratiquer. Le projet sans Dominique Tessier ne se serait jamais construit. Il a eu un rôle énorme. Moi, c'était beaucoup plus sur des techniques de concertation, mais ça a été un chantier. Le nombre de faillites qu'il y a eu, le bâtiment à un moment tenait sur des poteaux. Pourquoi il n'est pas tout ton est tombé, je ne sais pas. Vraiment, on a été protégés par les dieux. Et Dominique, que je remercie beaucoup, a eu un rôle exceptionnel. Donc de nouveau, c'est ce partage entre une équipe, partage entre l'équipe et les gens, le milieu, qui a fait que cette expérience a été exceptionnelle et qui a été reproduite par la suite par Dominique et moi-même. Voilà, je crois que je m'arrête là. Peut-être juste une petite question. J'ai cru comprendre, et Dominique en a parlé tout à l'heure, qu'il y a une antériorité qui compte beaucoup, qui est l'expérience indienne. Est-ce que, Bernard Cohn, on peut en dire un mot sur cette antériorité, l'importance qu'elle a justement pour cet engagement vis-à-vis de la vie comme source de départ d'un projet, de tout projet?
Je crois que j'ai mal entendu ce que vous avez dit. Il y a un écho terrible dans... Est-ce que vous pouvez parler un petit moment de votre expérience indienne? Vous m'avez parlé de... Patrick. Oui. Voilà. Patrick Guédez, c'est la raison pour laquelle j'étais en Inde. J'étais un jeune enseignant en architecture, en urbanisme, pardon, à Yale, l'université de Yale aux États-Unis. Et j'ai lu un petit livre de Jacqueline Terwit qui s'appelait Patrick Guédez in India. And I said to myself, mais pourquoi pas moi? Et avec ma femme Ruth, on est parti avec un bébé, Claudia, qui avait 3 mois. Je vous assure qu'en 1962, de prendre un enfant de 3 mois pour aller en Inde, nos familles nous ont dit qu'on était complètement en dehors de la réalité. Ça a été une expérience incroyable de pouvoir participer et de nouveau avec ce mot partager dans un pays qui maintenant est en déroute terrible politiquement. C'est un pays maintenant qui est devenu, on va utiliser ce mot un peu galvaudé de fascisme, mais le Premier ministre qui souhaite faire de l'Inde un pays purement hindou et c'est à l'encontre de Gandhi. Cette expérience en Inde, pour moi, a été très intéressante. J'ai démarré l'école avec Doshi, mais qui avait, lui, une vision d'architecture avec le grand A. Moi, ma vision était avec un petit A, avec des jeunes de 17-18 ans qui connaissaient à peine leur pays. On a été sur le terrain constamment en allant sur le terrain. Donc cette démarche interactive, pédagogique, pour moi, est vraiment au cœur de toutes les démarches. Et en 66-68, j'avais fait 2 années de rencontres dans des villages avec des étudiants de différents pays pour connaître quelle est la vie réelle, quelle est la vie dans un village, ou quelle est la vie dans un quartier où il y a des gens très pauvres, etc. C'est comme une sociologie engagée par rapport au sociologue qui ne quitte jamais son université et c'est les 4 murs de son bureau. C'est une autre conception de comment on vit et comment on s'engage. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci beaucoup. On va passer la parole à Dominique Tessier. Donc, je crois que vous ne savez pas les photos que nous, on voit. Hein, je crois, Dominique, vous ne voyez pas les photos. Non, je ne vois pas de photos, mais c'est assez... C'est la photo de la maison héritée du passé Soubeki. Donc, voilà la situation de départ. D'accord. La situation pour moi et pour Bernard n'était pas tout à fait la même, puisque Bernard était déjà un architecte expérimenté et qui avait été choisi par le groupe. Et d'autre part, moi, j'étais un jeune tout frais architecte, puisque j'ai été diplômé en 1978. Et j'ai commencé à travailler avec Bernard. Au départ, c'était pour 8 jours en 1979 et qu'on est resté 8 ans ensemble. Certainement, pour revenir à la question que Bendish avait posée au départ, c'est comment ça s'est enclenché. Je dirais que moi, ça s'est enclenché parce que j'ai perçu que dans ce projet, il y avait quelque chose à faire autrement et au travers duquel il y avait un enjeu culturel fort. Ce qui me frappe aujourd'hui, avec maintenant à peu près 40 ans d'écart, c'est qu'en même temps qu'il y a eu la construction d'un projet dont les qualités ont été relevées, il y a eu la construction d'un récit, un récit partagé, une sorte, un récit qui fait œuvre. Un peu comme ce que décrit Michel Delapradelle, sociologue décédé, quand elle observe comment les gens qui construisent leur maison font en même temps le récit d'une œuvre.
Ça, c'est le premier point, et je pense que c'est pas par hasard. Je veux dire, ce qui peut concrétiser ce que je viens de dire, c'est qu'on se retrouve toutes les décennies pour fêter le 10e anniversaire, le 20e anniversaire, le 30e anniversaire, bientôt le 40e anniversaire. Et aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour parler de ce projet, à la fois pour ce qu'il est comme chose construite, mais pour ce qu'il est surtout comme événement, on peut dire, sociétal, culturel. Voilà. Moi, ce qui m'a vraiment touché dès le départ et qui, même rétrospectivement, avec maintenant j'ai fait peut-être 280 logements, quelque chose comme ça dans ma vie d'architecte, c'est que ça permet de sortir la conception du logement de l'anonymat. C'est comme le bureau blanc pour les entreprises qu'on ne connaît pas. Là, on travaille avec des choses réelles, des personnes réelles, et je dirais qu'on est dans l'anticipation d'un mode de vie qui est imaginé ou imaginaire, parce que le groupe tel qu'il était, personne n'avait déjà auparavant vécu ça véritablement. Et donc chacun se projetait, et comme ça a été dit, ça avait des côtés absolument, comment dire, ambitieux, charmants, etc., mais ça avait aussi des réalités parfois difficiles. Et j'ai bien relevé, mais je ne me souviens pas que lorsque ça se déroulait, que la question de l'incertitude de la gestion du risque elle était réelle, elle était là, mais elle ne faisait pas partie des discours et des récits. Moi, ce que j'ai retenu beaucoup, c'est la volonté d'aboutir. Ce que aujourd'hui on dirait quoi qu'il en coûte, ou presque. Chacun a mis du sien d'une certaine façon. Et c'est plutôt les événements, les aléas, quand l'entreprise générale Turcic a abandonné le chantier et qu'il a fallu reconsulter, retrouver des entreprises, redémarrer le chantier. C'est plutôt ce qui ressort, c'est toutes les énergies qui se sont mises ensemble pour pouvoir en sortir. Personne n'a jamais évoqué l'idée d'abandonner. Et donc ça me paraît être fondateur aussi de la solidité du groupe par la suite. Ça fait un petit moment que je ne suis pas repassé au Buisson Saint-Louis, mais en gros, à part un ou deux, tout le monde est toujours là. Voilà. Et si j'avais aussi quelque chose peut-être à dire sur la manière dont interagissait le groupe avec notre travail d'architecte, il y avait dans le dispositif, peut-être on y viendra tout à l'heure, quelque chose d'important de le fait d'être deux. Parce que quand il y en a un qui se sentait un peu usé, l'autre pouvait le remplacer. Et parce que ça sollicitait énormément de savoir en réalité. Parce qu'on avait face en client des gens qui avaient une expérience, une connaissance technique qui était élevée, bien plus élevée que celle qu'on rencontre d'ordinaire. Voilà, donc moi je retiendrai du groupe surtout sa ténacité. Et plutôt que sur une question, enfin ça va de pair, hein, la ténacité a permis de surmonter les incertitudes. Voilà, et pour le projet, je pense que la question était, dès le départ, c'est d'élargir les possibilités de partager des activités dans un immeuble. On sait que quand on fait un immeuble ordinaire, il y a le hall, l'escalier et l'ascenseur qui sont les espaces à partager, il n'y en a pas d'autres. Et donc, dans le cas du Buisson Saint-Louis, ça a été dit dans l'exposé initial, il y a des terrasses, il y a des cours, il y a des jardins, il y a une laverie, il y a une salle commune. C'est cet élargissement de l'espace partagé qui fait toute la différence. Je vais terminer pour maintenant. Merci beaucoup de vous. Merci à tous les deux. Et donc on va passer à une courte partie, un peu retour, voilà, sur les leçons qu'on pourrait tirer. Et là je vous prierai vraiment d'être assez synthétique, donc de tirer en 2-3 phrases vraiment les grandes leçons. 2-3 phrases, j'ai 2 pages. Tu me les donnes quand même. Bon, je vais essayer d'aller très vite.
Sur les leçons à tirer, je pense qu'il y en a plusieurs et je les ai mises par ordre alphabétique parce que elles se valent toutes. La première, c'est l'autorité. Je crois qu'il faut, dans une aventure comme ça, je reprendrai ce terme, il faut obtenir de tous les membres du groupe une certaine forme de discipline au temps, pour la négociation des prêts, pour l'instruction des dossiers, des emprunts. Et aussi, il faut savoir imposer à chacun les contraintes du groupe. C'est-à-dire qu'on a des économies à faire, il y a un langage architectural qu'il faut respecter. Donc, premier élément, c'est l'autorité. Mais cette forme de discipline interne qu'il faut avoir dans le groupe, il faut que l'équipe de la maîtrise d'œuvre y contribue et soit renforcée par l'architecte. Et souvent, Bernard et Dominique ont été très conciliants, trop conciliants peut-être, trop gentils, au point que j'en arrive à poser cette question plus générale. Je me demande si le succès d'une telle entreprise, c'est-à-dire de l'auto-promotion et de la co-conception, ne se mesure pas à la capacité à discipliner la participation plutôt qu'à la susciter. Voilà. Premier élément. La deuxième, c'est que nous avons eu, ça a été dit par Michel, énormément de chance. D'abord, on a trouvé une équipe d'architectes tenace et qui était aussi désireux que nous d'aboutir. Ça, je suis d'accord avec toi, Dominique. C'est notre ténacité qui a contrebalancé l'incertitude, mais votre ténacité aussi. La deuxième chance qu'on a eue, c'est que justement le caractère expérimental, c'est-à-dire par définition reproductible, si c'est une expérience et qu'on pense qu'elle puisse être reproductible, a permis de séduire plusieurs institutions, notamment, je l'ai déjà dit tout à l'heure, et Michel l'a répété, l'OSIL et la Caisse des dépôts, c'est-à-dire des banques. Elles nous ont servi de banques qui nous ont permis de faire les soudures que nous ne serions pas arrivés à faire avant. Parce que, comme le disait Pierre, avec qui je discutais hier, nous représentions pour tous ces gens-là l'anti-client par excellence. C'est-à-dire nous étions un anti-client. Mais nous avons réussi à séduire ces interlocuteurs par le côté expérimental de notre entreprise. Et la troisième chance qu'on a eue, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir des réseaux d'influence pertinents, la culture et l'équipement. Et ça aide. Voilà. Troisième leçon à tirer, c'est la confiance. De notre expérience, les liens respectueux, amicaux et presque amoureux, comme m'a dit hier Pierre, pour qualifier ces liens avec toi, Bernard, ça a été fondamental pour que ça tienne jusqu'au bout. Voilà. Et c'est vrai que ce respect, cette amitié a également existé et résisté entre Dominique et moi sur le chantier. Et je pose donc la question plus générale, est-ce que ces liens extra-contractuels, parce que c'est vraiment extra-contractuel, très spécifiques, ne sont pas nécessaires, voire indispensables, pour contrebalancer justement le manque de sécurité que l'on a, qu'apporte un promoteur habituel et que nous n'avons pas, puisque nous n'avons pas de promoteur. Donc est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait ces liens extra-contractuels très forts pour que ça marche? Est-ce que je pourrais intervenir? Ah bah oui, bien sûr. Enfin, oui, je ne sais pas. Oui. Vas-y. Non, parce que l'émission, enfin notre rencontre continue, mais à votre droite ou à votre gauche, il y a 100 personnes. Ça serait intéressant d'avoir des commentaires des gens, parce qu'autrement, ça reste un petit peu entre nous, très sympathique. Bien sûr. Mais que pensent tous ces gens qui écoutent? Est-ce que ça leur dit quelque chose? Est-ce que ça leur parle ou pas? Parce qu'on parle de participation, c'est ça aussi la participation. Oui, je retrouve là le Bernard Cohn qu'on adore, quoi. C'est clair, il faut faire avec tout le monde. Et là, on a organisé un moment malheureusement trop court. Voilà, Benjamin, on sera pris par le temps. Donc, il faut
il faut accepter que finalement, on aura très très peu de retours, peut-être 1 ou 2 interventions, non? Non? On peut? Benjamin, je te laisse... D'accord. Et après, je donne à 2 personnes dans la salle la parole. Bon, juste ma conclusion, c'était un peu plus long parce que je prenais le temps, mais c'est une réussite indéniable sur le plan architectural. Comme l'a dit Michel, la beauté de cet objet est intacte. Il y a très très peu d'appartements qui ont changé de propriétaire. Dominique l'a dit, il y en a 2 sur 12. Plusieurs appartements, grâce à la souplesse de conception de Bernard, ont pu être modifiés, agrandis, réduits, divisés. Et pour les familles du groupe initial comme nous, qui y sommes restés, c'est un plaisir renouvelé. La seule chose, Bernard, c'est qu'on pourrait regretter que certains choix qu'on a dû faire au début, et qui étaient imposés par des contraintes financières, mais aussi par un manque d'anticipation, parce que tout à l'heure, notre président disait que l'écologie faisait nécessairement partie de cette réflexion. Pour nous, pas du tout. C'est-à-dire, on n'a jamais pensé à l'écologie. Jamais. On était en 79-80, je suis désolée. On n'a pas isolé nos toits. C'est une passoire thermique absolument de tous les côtés. Et justement, comme on va être obligé de passer à la réflexion de tout ça, je demande très personnellement que Bernard et Dominique nous aident dans l'étape suivante pour maintenir cet immeuble élégant mais isolé. Voilà. Bien. Alors, je vais passer la parole à une personne. Peut-être vous présenter juste. Bernard, moi je m'appelle Blaise Ekodo, j'ai été enseignant pendant 40 années à La Défense et puis à Paris-Val-de-Seine. Tu es une de mes stars, donc je suis ému. Et je voulais te dire merci pour une chose, c'est que c'est toi qui as ouvert la voie, entre autres, votre génération qui a ouvert la voie, avec vos voyages, avec vos prises de risques, au fait que nous, les plus jeunes, et que les petits d'aujourd'hui comprennent que 2 et 2, ça fait 4, mais que 2 et 2, ça peut faire 22. Ça change la vie. Merci. Merci. Il y avait une autre demande là-bas. Merci, mais après cette intervention, la mienne va paraître un peu courte. Madame, votre première conclusion, c'est l'autorité. Alors j'ajoute, autorité de qui sur qui? Merci. Oui, je peux répondre comme ça. Mais l'autorité du gérant, puisqu'il y a quand même, il y a quand même une structure juridique qui est la façade à la fois objective et contractuelle sur les membres du groupe, et l'autorité de la maîtrise d'œuvre sur le maître d'ouvrage, ou avec le maître d'ouvrage. Oui, je pense que... Dominique et Bernard, vous vous souvenez des discussions sur les couleurs de la façade? Moi, j'ai retrouvé les archives, ça a duré des mois. La supplique que vous avez été obligé de faire pour faire ouvrir derrière, du côté de la rue, plus de vitres, ça a duré aussi. Vous avez été obligé de faire une supplique écrite, très longue, très justifiée. Je sais pas, Dominique doit avoir 25 000 exemples dans lesquels, un petit peu plus d'autorité sans doute n'aurait pas été néfaste, disons. Donc je suis obligé, je regarde Benjamin, je suis obligé, je pense, de... Je vous propose 5 minutes de pause, le temps de se faire un petit café, et ensuite on enchaîne avec les blocs du plat. Voilà. Merci beaucoup.
à Bernard et Dominique à distance.